Ta vie est déjà en train de changer. Que tu le veuilles ou non, chaque jour te transforme. La question est, te formes-tu ou te déformes-tu? Car chaque action que tu répètes, chaque pensée que tu nourris, chaque décision que tu reportes ou affrontes, façonne ce que tu es. Il n'y a pas de pause. Soit tu te construis, soit tu te laisses tomber. La plupart des gens ne sont pas bloqués par manque de rêve, mais par excès d'excuses. Ils passent leur temps à penser à ce qu'ils veulent être, mais ne font rien pour y arriver. Ils veulent la tranquillité, mais réagissent avec colère. Ils veulent de la discipline, mais répètent les mêmes habitudes paresseuses. Ils veulent de la force, mais n'affrontent rien. Et ainsi, le temps passe, et la vie n'attend pas. Ce n'est pas un discours de motivation bon marché, c'est un rappel sérieux. Tu n'es pas ce que tu dis que tu feras. Tu es ce que tu fais quand personne ne te voit, ce que tu choisis quand tout est en désordre, ce que tu maintiens quand rien ne va bien. C'est là ta véritable identité. Et si tu n'aimes pas qui tu es aujourd'hui, alors bouge. Brise la routine qui t'éteint. Change l'histoire que tu te racontes. Et commence, non pas demain, mais aujourd'hui, reste jusqu'à la fin, parce que ce n'est pas une question de t'inspirer un moment. Il s'agit de comprendre, une fois pour toutes, que la seule façon de changer ta vie est de prendre le contrôle, de maîtriser ton esprit et d'agir comme si tu étais déjà cette personne que tu rêves d'être. Parce que si tu ne le fais pas, personne ne le fera pour toi. 1. Penser ne te sortira pas de là où tu es. Bouger le fera. Penser trop, c'est comme être sur un vélo d'appartement. Tu as l'impression de bouger, tu te fatigues, tu transpires, tu t'épuises, mais tu restes au même endroit. Et le pire, c'est que beaucoup de gens confondent cet épuisement avec le progrès. Mais non, tourner 1000 fois autour d'un problème ne le résout pas, cela t'épuise seulement. Et dans cet épuisement, s'en va ton énergie, ton focus et, le plus important, ton temps. Parce que penser n'est pas la même chose qu'agir. Planifier n'est pas la même chose que commencer. Rêver n'est pas la même chose que bouger. Chaque fois que tu repousses une action parce que tu veux tout contrôler, tu choisis de vivre dans une cage mentale déguisée en analyse. Et cette cage a un nom clair, la peur. Peur de l'erreur, peur du rejet, peur que les choses ne se passent pas comme tu l'imagines. Mais tu sais quoi? Rien de grand ne s'est construit à partir du confort ou de la certitude. Tout a été construit à partir de l'essai, de la répétition, de la pratique. Il n'y a pas d'autre moyen. Les stoïciens le disaient clairement. Nous ne pouvons pas contrôler les résultats, mais nous pouvons contrôler nos actions. Alors, pourquoi passes-tu autant de temps à penser à ce qui ne dépend pas de toi, tout en ignorant ce qui est entre tes mains? L'action est ton terrain, c'est là que se définit ton destin. Pas dans tes pensées, pas dans tes plans, mais dans ce que tu fais avec eux quand tu te lèves chaque jour. Tu n'es pas ce que tu penses, tu es ce que tu fais avec ce que tu penses. Et non, il ne s'agit pas d'agir sans penser. Il s'agit de ne pas vivre en pensant sans agir, parce que penser sans agir te transforme en spectateur de ta propre vie. Et le plus triste, c'est qu'il y a des gens qui passent des années à attendre de se sentir prêts, comme si à un moment donné, la vie allait te donner un signal clair, une permission officielle pour commencer. Cela n'arrivera jamais. Le moment parfait n'arrive pas, il se construit pendant que tu avances. Fais une pause et regarde-toi. Combien de fois as-tu répété la même excuse de « pas maintenant, je commence demain, quand j'aurai plus de temps ». Ces phrases sont des pièges mentaux déguisés en logique. Si tu le voulais vraiment, tu serais déjà en mouvement. Peu importe si c'est lent, peu importe si ta voix ou tes jambes tremblent, l'important est de commencer. Parce que le premier pas brise la paralysie. Et après le premier vient le deuxième, puis le troisième. C'est ainsi que le changement se construit. Tu n'as pas besoin d'avoir toute la motivation du monde. Tu as besoin d'avoir le courage de bouger, même sans elle. Parce que tu n'auras pas toujours envie de le faire. Tu ne te sentiras pas toujours fort, clair ou inspiré. Mais chaque fois que tu choisis d'agir malgré tout cela, tu entraînes ton caractère. Et ce caractère, avec le temps, devient inébranlable. La différence entre celui qui transforme sa vie et celui qui reste à rêver se trouve dans un seul mot.
action. Pas la plus parfaite, pas la plus intelligente, mais la constante. Alors, arrête de trop réfléchir. Arrête d'analyser ce que tu ne peux pas encore contrôler. Et commence avec ce que tu as, d'où tu es. Parce que celui qui bouge, même lentement, est toujours plus proche que celui qui ne pense qu'à bouger. 2. Brise les routines qui t'éteignent et crée celles qui te stimulent. Ta routine parle avant toi. Elle entre avant ta voix, devance tes intentions et révèle tout ce que tu répètes en silence. C'est comme un miroir qui ne ment pas. Peu importe combien tu dis vouloir changer, si tous tes jours commencent de la même manière, ils finiront de la même manière. Parce que personne ne peut construire une vie différente avec les mêmes briques de toujours. Et si ta routine quotidienne est remplie de distractions, de plaintes et de résignation, n'attends pas de nouveaux résultats. Tu ne récolteras que ce que tu as déjà semé 1000 fois. L'erreur est de croire que la routine est ennuyeuse, alors qu'en réalité, elle peut être ta plus grande source de pouvoir. Mais cela dépend de ce que tu répètes. Le corps apprend, l'esprit s'adapte, et, avec le temps, tu deviens ce que tu fais sans y penser. C'est pourquoi ce que tu fais chaque matin, chaque après-midi, chaque soir, forme ton caractère. Tu ne te définis pas par une grande réussite occasionnelle, tu te définis par ces petites actions que tu répètes quand personne ne te regarde. Ce que tu fais chaque jour compte plus que ce que tu dis que tu feras un jour. Beaucoup veulent changer leur vie sans toucher à leur routine. Ils se remplissent d'objectifs, de promesses, de belles phrases, mais se réveillent chaque jour de la même manière. Tard, avec le téléphone à la main, se distrayant avant de commencer, remettant tout à plus tard. On n'avance pas ainsi, on tourne en rond. Et ces cercles, quand tu les répètes assez, deviennent une prison. Une où tu es toi-même le geôlier. Les stoïciens étaient obsédés par leurs habitudes parce qu'ils savaient que ce que l'on répète devient le destin. Marc Aurèle écrivait pour se rappeler ses principes. Épictète parlait plus de discipline que d'inspiration, parce qu'il ne cherchait pas à se sentir bien un moment, il cherchait à être fort toujours. Et cela ne s'obtient pas avec des moments brillants, mais avec des pratiques constantes. Et toi, si tu veux vraiment avancer, tu dois revoir quelles parties de ta journée te poussent en avant et lesquelles te tirent en arrière. Tu n'as pas besoin d'une routine parfaite, tu as besoin d'une routine qui est vivante. Une qui s'adapte à qui tu veux être, pas à qui tu étais. Commence par des choses simples mais fermes. Change la première heure de la journée. Arrête d'ouvrir ton téléphone dès que tu te réveilles. Fais quelque chose qui te connecte à toi-même, à ton esprit, à ton but. Bouge ton corps. Organise tes idées. Choisis ce qui entre dans ta tête. Et fais-le non seulement un jour, mais tous les jours. Parce que transformer ta vie ne se fait pas avec de grands changements d'un coup, mais avec de petits actes répétés qui, à la fin, finissent par entraîner toute ta réalité. Tout comme une goutte constante peut briser une pierre, une décision quotidienne peut briser la stagnation. Mais cette décision n'est pas prise quand tu te sens motivé. Elle est prise quand tu en as assez d'être au même endroit. La vie que tu veux ne se construit pas avec des mots, elle se construit avec des structures. Et ta routine est cette structure. Change-la, ou elle continuera à te donner les mêmes résultats. 3. Construis des habitudes qui parlent de qui tu es sans dire un mot. Ta présence parle même quand tu es silencieux. C'est comme une signature invisible que tu laisses dans chaque espace où tu entres. Une énergie qui ne peut pas être feinte, une vérité qui se fait remarquer. Et cette vérité ne vient pas de ce que tu dis, mais de ce que tu pratiques. Parce qu'il ne s'agit pas de convaincre le monde avec des discours. Il s'agit de montrer, avec chaque acte, qui tu es. Ta façon de marcher, ta façon d'écouter, comment tu réagis face aux conflits, comment tu gères la pression. Tout cela crie plus fort que n'importe quel mot. Les gens ont tendance à penser que le caractère est quelque chose que l'on a ou que l'on n'a pas. Mais c'est faux. Le caractère n'est pas hérité, il se forme. Chaque habitude que tu choisis, chaque comportement que tu répètes, forme une identité. Le problème est que beaucoup ne sont pas conscients de ce qu'ils construisent. Ils répètent des habitudes médiocres, impulsives, faibles.
Et ensuite ils se demandent pourquoi personne ne les prend au sérieux, pourquoi la vie les dépasse, pourquoi ils ont l'impression de ne pas avancer. La réponse est dans ce qu'ils pratiquent, pas dans ce qu'ils désirent. Les stoïciens le comprenaient parfaitement. Il ne s'agissait pas de feindre la force, il s'agissait de vivre avec une telle cohérence que cette force se remarquait sans avoir besoin de dire quoi que ce soit. Sénèque disait que la vraie grandeur se remarque dans les petites choses, dans la façon dont tu réagis quand personne ne t'applaudit, dans la façon dont tu décides d'agir quand tu pourrais choisir la facilité. C'est pourquoi ce que tu pratiques en privé, c'est ce qui définit qui tu es en public. Tu décides tous les jours quelle identité tu cultives. Si tu pratiques la plainte, tu deviens faible. Si tu pratiques le calme, tu deviens ferme. Si tu pratiques la discipline, tu deviens fiable. Chaque habitude est un investissement dans ta réputation, dans ton caractère, dans ton destin. Mais cela nécessite une honnêteté brutale envers toi-même. Te regarder sans excuse, reconnaître ce que tu nourris, et surtout, avoir le courage de cesser d'être la version confortable de toi pour commencer à être la version que tu admires. Il ne s'agit pas de feindre la confiance, il s'agit de la pratiquer. Il ne s'agit pas de répéter des phrases motivantes, il s'agit de te lever et d'agir comme quelqu'un qui est déjà engagé dans sa transformation. Le respect que tu projettes ne vient pas de l'exiger, il vient de le mériter. Et cela n'est possible que lorsque tes actes sont cohérents, lorsque tes habitudes parlent pour toi, lorsque ta présence n'a plus besoin de justification. Si tu veux que le monde te traite comme quelqu'un de fort, commence par l'être. Si tu veux qu'on te voie comme quelqu'un de fiable, deviens fiable envers toi-même. Si tu veux inspirer, commence par t'inspirer de ce que tu fais chaque jour. Les mots séduisent un moment, mais les actes construisent le respect, l'admiration et le pouvoir. Et tu n'as pas besoin de plus de discours, tu as besoin de plus d'habitudes solides. Fais de chaque habitude une déclaration silencieuse de qui tu es. Ne l'explique pas, ne le crie pas, ne le répète pas. Vis de manière si claire qu'il n'est pas nécessaire de le dire. Parce que lorsque ta vie est alignée avec tes principes, tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit. Ton énergie dit tout. Et lorsque ton énergie reflète la cohérence, la force et le but, personne ne peut l'ignorer. Pas même toi. 4. Entraîne le calme qui te maintiendra ferme quand tout tremble. Le chaos ne prévient pas. Il arrive sans demander, comme une vague qui brise la tranquillité soudainement, et met à l'épreuve tout ce que tu croyais avoir sous contrôle. À ce moment-là, peu importe combien de fois tu as dit que tu es fort, ni combien de plans tu avais pour garder ton calme. La seule chose qui compte, c'est ce que tu as déjà entraîné quand tout était en paix. Parce que le calme n'apparaît pas magiquement quand tu en as besoin, il se travaille. Et si tu ne l'as pas travaillé avant, tu ne pourras pas te tenir quand le sol commencera à bouger. La plupart des gens vivent en réagissant à ce qui se passe, à ce que disent les autres, à ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Ils vivent comme des feuilles dans le vent, volant d'émotion en émotion, perdant le contrôle chaque fois que quelque chose ne se passe pas comme prévu. Mais les stoïciens le savaient bien. Le vrai pouvoir n'est pas de contrôler le monde, il est de se contrôler soi-même face au monde. Parce que lorsque tu apprends à maîtriser ta réponse, rien ni personne ne peut te sortir de ton centre. Avoir du calme n'est pas être silencieux ni feindre la sérénité. C'est avoir de la clarté au milieu du bruit, de la fermeté au milieu de la pression, de l'intelligence quand les autres ne font que crier. Et cela ne se fait pas en lisant de belles phrases, ni en espérant que la vie te traite bien. Cela se fait dans la pratique quotidienne. Quand tu choisis de ne pas répondre avec colère, quand tu respires au lieu d'exploser, quand tu acceptes ce que tu ne peux pas changer et fais de ton mieux avec ce qui est en ton pouvoir, ce n'est pas une faiblesse de se contenir. Au contraire, il faut plus de force pour ne pas crier quand tu le peux, pour ne pas agir par impulsion, pour rester ferme quand tout en toi veut exploser. C'est du caractère, c'est de la force émotionnelle. Et cela se construit comme on construit un muscle, avec répétition, avec discipline, avec conscience. Les stoïciens ne niaient pas les émotions. Ils savaient que nous sommes humains
que ressentir est naturel. Mais il savait aussi que se laisser emporter par chaque émotion est une forme d'esclavage. Sénèque le disait clairement, souffrir avant l'heure, c'est se priver de l'opportunité d'agir avec sagesse. L'inquiétude excessive, la colère constante, la peur incontrôlée ne résolvent rien. Elles t'affaiblissent seulement. Et ce dont tu as besoin, ce n'est pas plus d'émotion, c'est plus de maîtrise. Regarde ta vie. Combien de fois une mauvaise réaction t'a coûté des relations, des décisions, des opportunités? Combien de fois as-tu dit des choses que tu ne pensais pas ou fait des choses que tu as ensuite regrettées? C'est le prix à payer pour le manque de contrôle. Mais il y a aussi un autre côté. Pense aux fois où tu as respiré. Pensez clairement et agis avec fermeté. Ces décisions t'ont construit. Ce sont celles qui te rapprochent de la version de toi que tu veux être. Entraîner le calme n'est pas une option si tu veux être fort. C'est une nécessité, et cela commence par des choses simples. Ne réponds pas immédiatement quand tu es énervé. Ne prends pas de décisions importantes quand tu es épuisé. Apprends à te donner quelques secondes. Quelques secondes peuvent te sauver de commettre des erreurs qui te coûteront des années. Cette pause, ce choix conscient, c'est là que naît ton pouvoir. Peu importe ce qui vient. Si tu es entraîné, tu te tiendras. Et si tu ne l'es pas, il est temps de commencer. Parce que tôt ou tard, le monde va trembler. Et ce jour-là, tu n'auras pas besoin d'avoir des réponses parfaites. Tu auras juste besoin d'avoir assez de calme pour ne pas détruire ce que tu as mis tant de temps à construire. Et ce calme, seul celui qui a décidé de le travailler avant qu'il ne soit urgent l'a. 5. Agis comme la personne que tu dis vouloir être, pas demain, aujourd'hui. L'identité n'est pas un déguisement qu'on enfile quand ça nous arrange. C'est plutôt comme une peau qui se durcit à force de ce qu'on fait chaque jour. Si chaque jour tu vis comme quelqu'un qui remet à plus tard, qui doute, qui se cache derrière des excuses, alors peu importe combien tu dis vouloir changer. Le monde n'écoute pas tes intentions, il répond à tes actions. Et toi aussi. Car ton esprit ne se programme pas avec ce que tu rêves, mais avec ce que tu pratiques. Si tu dis vouloir être fort, déterminé, solide, alors il est temps de commencer à agir comme si tu l'étais déjà. Pas demain, aujourd'hui. Beaucoup passent leur vie à attendre le jour parfait pour se transformer. Quand j'aurai plus de temps, quand je me sentirai prêt, quand tout sera plus calme. Mais ce jour-là n'existe pas. Il n'a jamais existé. Il y aura toujours quelque chose pour te distraire, pour te faire dérailler, pour te donner une excuse de ne pas commencer. La différence entre ceux qui avancent et ceux qui stagnent ne tient pas aux circonstances. Elle tient à la décision, parce que celui qui veut vraiment commence, même avec la peur, même sans tout comprendre, même si c'est chaotique au début. Et c'est là que les stoïciens étaient intransigeants. Ils ne cherchaient pas des excuses, ils cherchaient la cohérence. Ils ne disaient pas « un jour », ils disaient « j'agis aujourd'hui ». Marc Aurèle n'attendait pas de se sentir inspiré pour se lever et diriger un empire. Il le faisait parce qu'il savait que son devoir était d'agir comme l'homme qu'il devait être et non comme celui qu'il avait envie d'être. Et c'est ça qui te distingue de ceux qui ne font que parler. Tu choisis d'agir même quand ce n'est pas confortable, même quand ce n'est pas facile, même quand tu ne vois pas encore les résultats. C'est ça, la véritable transformation. Ton identité ne change pas d'un coup. Elle change chaque fois que tu choisis de répondre comme cette version forte que tu dis admirer. Chaque fois que tu choisis de ne pas abandonner, que tu tiens une promesse même sans applaudissements, que tu fais ce qui est juste même si personne ne le remarque. Cette répétition façonne ton caractère. Ce n'est pas une décision spectaculaire. Ce sont de nombreuses petites décisions, toutes dans la même direction, qui construisent de la solidité, qui t'entraînent en silence. Si aujourd'hui tu disais que tu es déjà cette personne que tu veux être, que ferais-tu différemment? Comment marcherais-tu? Comment parlerais-tu? Comment réagirais-tu face à un problème? Avec quelles habitudes commencerais-tu ta journée? De quelles personnes t'entourerais-tu? Pose-toi ces questions chaque jour et agis en conséquence, car chaque fois que tu fais le contraire, tu renforces l'ancien toi, celui que tu prétends ne plus vouloir être. Arrête d'attendre la validation,
Arrête d'attendre la motivation. Commence à vivre à partir de l'identité que tu prétends vouloir. Si tu veux être quelqu'un de fiable, alors tiens ta parole. Si tu veux être discipliné, ne casse pas tes routines pour des caprices. Si tu veux être fort émotionnellement, arrête de justifier tes réactions par ce que font les autres. Prends le contrôle, car celui qui agit par engagement et non par humeur devient inarrêtable. La clé n'est pas de changer d'un coup, mais de ne pas te trahir aujourd'hui. Parce que si aujourd'hui tu choisis d'agir selon ta meilleure version, demain tu auras une preuve de plus que tu en es capable. Et après-demain, encore une. Et ainsi, sans même t'en rendre compte, un jour tu n'auras plus besoin de te forcer. Tu seras devenu cette personne, parce que tu l'auras construite à travers chaque action répétée, sans applaudissements, sans encouragement, juste toi le jour et ta décision. Ne parle plus de qui tu veux être, montre-le, chaque jour, chaque acte, dès maintenant. 6. Transforme chaque chute en la base de ton caractère. Tomber n'est pas la fin, c'est le début de quelque chose que tu ne comprends pas encore. C'est comme quand le sol se brise et qu'il semble que tout s'effondre, mais en réalité, une fissure s'ouvre pour que tu vois ce qui se trouvait en dessous. Parce que souvent, c'est au sol que l'on trouve les vérités que l'on refuse de voir au sommet. Ce n'est pas poétique, c'est réel. La chute n'est pas là pour te détruire, elle est là pour te montrer où tu es faible, ce que tu n'avais pas travaillé et ce que tu dois construire à partir d'un autre endroit. La plupart des gens veulent avancer sans trébucher, apprendre sans échouer, grandir sans être dérangé. Mais ce n'est pas la vie, c'est une fantaisie. Si tu es vivant, tu vas tomber. Si tu te donnes vraiment du mal, tu vas te tromper. Si tu changes, tu vas échouer. Ce qui te définit n'est pas la chute, c'est la façon dont tu te relèves. Comment tu interprètes le coup, comment tu décides de continuer après avoir touché le fond. Parce qu'il y a ceux qui se brisent et ceux qui se forgent. Et la différence réside dans la mentalité, pas dans le résultat. Les stoïciens savaient qu'on ne peut pas tout contrôler, que même le plus discipliné, le plus sage, le mieux préparé peut échouer. Mais ce qu'ils n'acceptaient pas, c'était la reddition intérieure. Tomber est humain. Rester allongé est un choix. Épictète le disait clairement, ne souffre pas pour ce qui ne dépend pas de toi. Et si tu as déjà échoué, si tu as déjà trébuché, alors utilise-le. Que ce ne soit pas en vain. Que cette erreur devienne ton maître, pas ton bourreau. Chaque chute a quelque chose à t'apprendre. Parfois, elle révèle ton impatience, parfois ton orgueil, parfois ton manque de préparation. L'accepter n'est pas une faiblesse, c'est une prise de conscience. C'est regarder en face et te dire la vérité, non pas pour te punir, mais pour te reconstruire avec plus de fermeté. Parce que lorsque tu te relèves avec plus de clarté, plus de responsabilité, plus de concentration, tu n'es plus le même. Tu es quelqu'un qui a survécu à sa propre ombre, et cela pèse plus lourd que n'importe quel succès facile. Ne romantise pas l'échec, mais ne l'évite pas non plus comme s'il s'agissait d'une malédiction. Utilise-le, laisse-le te faire mal, mais ne laisse pas cela t'arrêter. Si une relation t'a brisé, apprends ce que tu as ignoré. Si une décision t'a coûté, reconnais ce que tu n'as pas vu. Si tu es tombé par peur, identifie d'où elle vient. Parce que si tu n'analyses pas tes chutes, tu vas les répéter. Et si tu les répètes, tu n'apprends pas, tu fuis. Le caractère se construit lorsque tu choisis quoi faire avec ce qui t'est arrivé. Lorsque tu décides que tu ne vas plus être la victime de tes erreurs. Que tu n'utiliseras pas la douleur comme une excuse, mais comme une impulsion. Que tu ne permettras pas à une version faible de toi de traîner celle que tu essaies de former. Parce qu'en toi, il y a quelque chose de plus fort que cette chute. Et tu ne le trouveras que si tu te relèves. Regarde-toi. Tu es ici. Avec des cicatrices, oui. Avec des erreurs aussi. Mais aussi avec la possibilité que tout cela soit le point de départ pour quelque chose de plus grand. Ne reste pas à regretter ce qui n'a pas marché. Transforme-le en pierre, en base, en fondation. Que chaque erreur soit une couche supplémentaire dans la structure de quelqu'un qui ne se brise plus aussi facilement. Quelqu'un qui se reconstruit mieux chaque fois que le monde essaie de le renverser. Tomber fait partie du chemin, mais se relever avec intention, avec courage, avec un but,
c'est ce qui transforme la chute en caractère, et personne ne peut te l'enlever, parce que ce qui se forme dans l'adversité reste avec toi pour toujours. 7. Fais en sorte que tes décisions valent plus que tes excuses. Chaque décision que tu prends est comme un domino. Il peut sembler petit, sans grand impact, mais s'il est placé au bon endroit, il a le pouvoir de bouger toute ta vie. Maintenant, pense à combien de pièces tu as laissées sans toucher, combien de fois tu as choisi de ne rien bouger, simplement parce que tu avais une excuse à portée de main. Le problème n'est pas que tu ne sais pas quoi faire, c'est que tu as toujours quelque chose pour justifier pourquoi tu ne l'as pas fait. Et ainsi, sans t'en rendre compte, tu deviens quelqu'un d'expert en explication, mais faible en résultat. La plupart des gens n'échouent pas par manque de capacité, ils échouent par excès d'excuses. Je suis fatigué, il est déjà tard, je n'ai pas envie, je commencerai la semaine prochaine. Des phrases qui sonnent logiques, voire sensées, mais qui en réalité sont des portes fermées que tu bloques toi-même. Parce que celui qui est vraiment engagé trouve un moyen, celui qui est seulement intéressé trouve une excuse. Et tu décides tous les jours de quel côté tu veux être. Les excuses sont confortables, mais dangereuses. Elles sont comme des oreillers doux qui t'invitent à dormir pendant que la vie passe. Pendant que tu te justifies, d'autres avancent. Pendant que tu te convaincs que ce n'était pas le moment, d'autres ont déjà fait 10 pas de plus. Et quand tu regarderas en arrière, tu ne te souviendras pas des raisons que tu as eues pour ne pas agir. Tu te souviendras de ce que tu n'as pas fait. Et ce poids est beaucoup plus difficile à porter que celui d'une action imparfaite. Les stoïciens le savaient, ils ne vivaient pas du désir, mais de la responsabilité. Ils ne se permettaient pas de justifier l'inaction, parce qu'ils comprenaient que chaque moment perdu était une opportunité de construire le caractère. Marc Aurèle disait que d'agir avec justice, discipline et but est ce qui est en notre pouvoir, et que tout le reste est du bruit. Si quelque chose dépend de toi, ne le remets pas à plus tard. Ne le mets pas en pause pendant que tu inventes une autre excuse pour te sentir tranquille, sans avoir rien fait. Chaque fois que tu choisis d'agir, même si tu n'as pas envie, même si tu es fatigué, même si ce n'est pas parfait, tu entraînes la partie de toi qui vaut la peine. Tu renforces la discipline, l'engagement, la clarté. Et cette partie commence à peser plus que tes prétextes. Parce qu'une décision prise avec fermeté vaut plus que 1000 belles pensées non exécutées. Et c'est la différence entre celui qui transforme sa vie et celui qui l'imagine seulement. Commence à être brutalement honnête avec toi-même. Demande-toi, sans fioriture, est-ce que ce que je dis est une vraie raison ou est-ce une excuse bien déguisée? Est-ce que je remets à plus tard parce que je ne peux vraiment pas ou parce que je ne veux pas me déranger? Chaque réponse honnête te rend du pouvoir. Chaque mensonge que tu te racontes te le prend. Personne ne va te demander autant que tu devrais le faire. Personne ne va te pousser tous les jours. Personne ne sera là pour te rappeler ce que tu as promis quand tu étais motivé. Mais tu peux être cette voix, celle qui ne se contente pas, celle qui ne se tait pas face à une excuse de plus, celle qui, au lieu de se justifier, agit. Et tu n'as pas besoin que tout change d'un coup. Tu as juste besoin de prendre des décisions qui pèsent plus que tes prétextes. Des décisions simples, fermes, claires. Aujourd'hui, pas demain. Parce que chaque excuse que tu choisis affaiblit ton caractère. Et chaque action que tu prends, même petite, le renforce. Le choix est à toi. Il a toujours été à toi. Seulement maintenant, tu ne peux plus continuer à le cacher derrière des raisons qui ne te mènent nulle part. Décide avec force. Et fais en sorte que cette décision te définisse plus que n'importe quelle excuse que tu as déjà utilisée pour rester au même endroit. 8. Réécris qui tu es à travers ce que tu fais, pas ce dont tu rêves. Peu importe combien de fois tu te l'es promis en silence, combien de nuits tu as dit « demain je commence » ou combien de fois tu as rêvé d'une version de toi plus forte, plus libre, plus sûre. Rien de tout cela ne change quoi que ce soit si tu ne passes pas à l'action. Parce qu'à la fin, le monde ne se souviendra pas de ce dont tu as rêvé, mais de ce que tu as fait. Et toi non plus.
Quand tu regarderas en arrière, tu ne te jugeras pas sur ce que tu as imaginé, mais sur ce que tu as été capable de soutenir, jour après jour, par tes actes. Ton histoire n'est pas écrite, même si parfois cela semble être le cas. Chaque jour est une nouvelle page, mais la plume est dans ta main. Le problème est que beaucoup continuent d'écrire avec de l'encre ancienne. Ils utilisent les mêmes excuses, les mêmes habitudes, les mêmes idées brisées du passé, puis se frustrent parce que la fin ne change pas. Mais il n'y a pas de destin écrit si tu décides de prendre le contrôle. Ce qui te définit n'est pas ton histoire passée, c'est ce que tu es prêt à pratiquer à partir de maintenant. Les stoïciens ne parlaient pas de changement comme quelque chose de magique, ils parlaient de transformation à travers l'action. Épictète disait « Ne te dis pas à toi-même que tu es philosophe, agis comme tel ». Cette phrase n'est pas sur la philosophie, elle est sur l'identité. Ne dis pas que tu es discipliné, prouve-le. Ne dis pas que tu vas changer, fais-le. Ne dis pas que tu es prêt, fais le premier pas. Parce que la seule façon réelle de devenir celui que tu admires, c'est de répéter chaque jour les actes que cette personne ferait. Pas jusqu'à ce que tu sois fatigué, mais jusqu'à ce que tu n'aies plus à le forcer. Jusqu'à ce que tu sois cela, sans avoir à te le rappeler. Ton identité se reforme avec tes actions. Chaque choix conscient est une déclaration silencieuse de qui tu décides d'être. Quand tu décides de bien manger, même si c'est plus facile de retomber dans tes vieilles habitudes. Quand tu décides d'entraîner ton esprit au lieu de te distraire. Quand tu choisis de parler avec vérité, d'agir avec cohérence, de rester ferme, même s'il n'y a pas d'applaudissements. Là, juste là, ton histoire est en train d'être réécrite, sans discours, sans fioritures, sans promesses vides. Le véritable pouvoir ne réside pas dans la force de tes mains, ni dans l'apparence que tu projettes, mais dans les mots que tu choisis et comment tu les utilises. Une seule phrase peut ouvrir des portes que l'argent ou le statut ne pourraient jamais atteindre. Une expression dite avec authenticité peut abattre des défenses, générer de l'attraction, éveiller le respect ou marquer l'influence de manière silencieuse mais percutante. C'est ce que beaucoup ignorent, que le langage est une arme à double tranchant, capable de construire des empires émotionnels ou de te réduire à l'oubli en quelques secondes. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de théories vides ni de conseils superficiels. Nous allons entrer dans l'essentiel, dans ces expressions qui, utilisées au bon moment, changent complètement la dynamique de toute relation, qu'elle soit personnelle, professionnelle, sociale ou même dans le domaine de la séduction. Parce que tandis que la majorité gaspille sa voix en paroles creuses, toi, tu apprendras à maîtriser des phrases qui sont des clés, qui sont des déclencheurs, qui sont le pont vers la connexion réelle. Le stoïcisme le comprenait bien. Il ne s'agit pas de parler pour parler, mais d'utiliser la parole comme outil de vertu, avec clarté et but. Marc Aurèle nous rappelait que l'esprit donne forme à la vie. Je te dis que ton langage donne forme à tes relations. C'est pourquoi ce que tu découvriras ici n'est pas une simple liste de phrases, mais la façon de les utiliser comme des armes de persuasion et surtout comme un reflet de ton authenticité. Reste jusqu'à la fin, car je vais te montrer 8 expressions qui non seulement transforment la façon dont les autres te perçoivent, mais aussi la façon dont tu comprends ton propre pouvoir de communication. 1. Je te comprends. La clé de la connexion. Un mur ne s'effondre pas sous les coups de force, mais avec la fissure précise qui l'affaiblit de l'intérieur. C'est ainsi que fonctionne le cœur humain. Peu importe les défenses que quelqu'un peut ériger, peu importe les masques qu'il utilise pour cacher ce qu'il ressent, il y a une phrase qui pénètre comme de l'eau dans la roche et ouvre un espace de confiance qui semblait impossible. Cette phrase est simple mais puissante. Je te comprends. Ce n'est pas un ornement, ce n'est pas une courtoisie, c'est une déclaration qui touche la fibre la plus intime de toute personne, car nous aspirons tous à être compris. Quand tu dis « je te comprends » avec authenticité, tu n'affirmes pas que tu partages la même histoire, ni que tu as vécu les mêmes batailles, mais que tu reconnais l'émotion qui se cache derrière ce que l'autre exprime. C'est ce dont l'âme a besoin. Validation. La psychologie l'explique clairement. L'être humain cherche à être vu, reconnu et entendu.
Il n'y a pas de plus grand soulagement que de sentir que quelqu'un a capté l'essence de ce que nous portons. En prononçant ces mots, tu n'offres pas une solution, tu offres quelque chose de plus précieux, la compagnie au milieu du poids émotionnel. Le stoïcisme le soulignait également d'un autre point de vue. Épictète disait que nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres pensent ou ressentent, mais nous pouvons décider comment répondre. Et l'une des réponses les plus sages est la compréhension. Tu ne discutes pas, tu n'imposes pas, tu n'essaies pas de changer quoi que ce soit. Tu te places sur le terrain de l'autre et tu reconnais son humanité. Ce geste, loin de te rendre faible, te donne un pouvoir silencieux. Celui de générer confiance, attirance et respect sans forcer quoi que ce soit. Dans la vie quotidienne, je te comprends est plus qu'une phrase, c'est un pont. Sur le plan personnel, cela peut arrêter une dispute avec ton partenaire et la transformer en un moment de proximité. Sur le plan social, cela peut faire que quelqu'un qui se sentait isolé se rapproche davantage de toi. Sur le plan professionnel, cela peut faire de toi un leader digne de suivre, car tu ne donnes pas seulement des ordres, tu te connectes avec les émotions de ton équipe. Même dans le domaine de la séduction, cette expression désarme toute barrière, car elle montre que tu ne cherches pas à impressionner avec arrogance, mais à te connecter avec sensibilité et fermeté. L'erreur est de l'utiliser comme une formule vide, car elle perd sa force. Le pouvoir de cette expression réside dans le ton, dans le regard, dans le silence qui l'accompagne. Si tu dis « je te comprends » tout en regardant ton téléphone ou alors que ton esprit est ailleurs, la phrase devient une insulte déguisée. Mais si tu le dis avec attention, avec calme, avec la présence totale de quelqu'un qui est vraiment là, ce que tu offres ne sont pas seulement 2 mots, mais une étreinte invisible qui touche l'âme. Celui qui sait utiliser cette clé ouvre des portes que les autres ne voient même pas. Parce que la plupart répondent par des jugements, des comparaisons ou des phrases comme ça passera. Mais toi, avec un simple « je te comprends », tu montres que tu es à un niveau différent. Un niveau où tu n'essaies pas de minimiser ou de rivaliser avec la douleur ou la joie de l'autre, mais de l'accompagner. Et cet acte, bien qu'il semble petit, devient l'une des formes les plus pures d'influence. Dans un monde saturé de bruit, où tout le monde parle pour être entendu, être la voix qui dit « je te comprends », c'est être l'oasis au milieu du désert. C'est prouver que la véritable connexion ne vient pas d'avoir toutes les réponses, mais d'offrir la certitude que personne n'a apporté seul son histoire. Et quand tu réussis à faire sentir cela à quelqu'un avec toi, tu n'es plus un simple connaissant, tu deviens quelqu'un d'impossible à oublier. 2. Cela a du sens. Le reflet qui attire. Le regard trouve dans le miroir quelque chose de plus qu'une simple image. Il trouve une validation. Il n'invente rien. Il ne maquille pas la vérité. Il reflète simplement ce qui est devant lui. Et cet acte, en apparence si simple, est ce que nous cherchons tous au fond. Sentir que ce que nous sommes ou ce que nous pensons a une place dans la réalité. Dire « cela a du sens » remplit exactement ce rôle, car il agit comme un reflet émotionnel qui confirme la logique, l'émotion ou la vision de l'autre. Ce n'est ni soumission, ni conformisme, c'est affinité. Lorsque vous prononcez ces mots avec conviction, l'esprit de celui qui vous écoute ressent un soulagement. La psychologie enseigne que la validation réduit la tension et génère de l'ouverture, car l'être humain a besoin de savoir que ses pensées ne tombent pas dans le vide. Il ne s'agit pas d'être d'accord avec tout, mais de reconnaître que ce qui est exprimé est cohérent du point de vue de celui qui le vit. Cette simple acceptation ouvre des portes qui autrement resteraient fermées. Les stoïciens avaient déjà une intuition similaire. Épictète enseignait que résister à ce qu'on ne peut changer est une perte d'énergie et accepter la nature des choses est un signe de sagesse. En disant « cela a du sens », vous n'acceptez pas seulement la vision de l'autre, vous reconnaissez aussi son humanité. Ce geste désarme la confrontation, car vous ne luttez pas contre l'ego de l'autre, mais vous le calmez. Et dans un monde où tout le monde se bat pour imposer sa raison, celui qui sait valider devient quelqu'un de magnétique.
Le pouvoir de cette expression se fait sentir dans tous les domaines. Sur le plan personnel, elle peut transformer une discussion en un rapprochement inattendu, car l'autre cesse de se sentir attaqué et commence à se sentir écouté. Sur le plan social, elle transforme une conversation superficielle en une conversation profonde, où la confiance coule naturellement. Sur le plan professionnel, elle augmente votre crédibilité, car un leader qui reconnaît la valeur des idées des autres inspire plus que celui qui essaie de prouver qu'il sait toujours plus. Même en matière de séduction, cela a du sens, attire, car il montre une ouverture, une sensibilité et une capacité d'écoute que peu de gens pratiquent. Cependant, la clé est de ne pas la vider de son contenu. Dire « cela a du sens » comme une béquille répétée sans présence tue sa force. L'essentiel est le ton, la pose, le regard qui accompagne. Lorsque vous le dites consciemment, après avoir traité ce que l'autre partage, votre validation devient un pont invisible qui rapproche. Lorsque vous le dites sans réfléchir, avec froideur ou distraction, il devient une insulte déguisée. L'ego humain cherche toujours une confirmation, et cette phrase la donne sans tomber dans la flatterie bon marché. C'est une reconnaissance qui ne promet pas l'obéissance, mais le respect. Cela en fait un reflet puissant qui attire, car nous avons tous besoin de sentir que ce que nous ressentons ou pensons n'est pas absurde. L'affinité naît là, dans cette petite étincelle de reconnaissance qui ouvre la porte à la confiance. Sénèque affirmait qu'aucun esprit n'est aussi fort que celui qui sait harmoniser avec un autre. Cette harmonie ne signifie pas perdre son identité, mais trouver des points communs au milieu des différences. C'est exactement ce que représente « cela a du sens ». Cela n'implique pas un accord total, cela implique « je comprends ta logique, je reconnais ta perspective ». Cette nuance fait la différence entre un lien superficiel et un lien profond. Dans la vie quotidienne, ceux qui savent utiliser ces mots deviennent mémorables. Ce sont ceux qui font que les gens parlent avec eux sans regarder le temps, car chaque phrase reçue avec un « cela a du sens » devient une invitation à continuer à partager. 3. Tu as raison. Le pouvoir de céder. Un nœud se serre davantage lorsque tu tires fort dessus, mais commence à se desserrer lorsque tu relâches la tension. C'est ainsi que fonctionne l'ego humain. Plus tu l'attaques, plus il se défend, et plus tu le valides, plus il s'ouvre. Dire « tu as raison » est ce geste qui desserre le nœud invisible de la confrontation. Ce n'est ni une reddition ni une faiblesse, c'est de l'intelligence émotionnelle appliquée dans sa forme la plus pratique. Car choisir de valider ce qui est correct chez l'autre renforce la relation au lieu de l'épuiser dans une lutte inutile. L'orgueil a ruiné plus de liens que la distance, car la plupart croient que céder équivaut à perdre. Cependant, la réalité est autre. Celui qui sait quand reconnaître la raison de l'autre gagne du respect, de la crédibilité et de la confiance. La psychologie montre que l'acceptation des réussites d'autrui active un effet de réciprocité. L'autre personne ressent le besoin de te rendre cette même ouverture. Il ne s'agit pas d'annuler ton point de vue, mais de faire un pas de côté pour reconnaître la valeur de l'argument contraire. Le stoïcisme soutient cette vision avec clarté. Marc Aurèle rappelait que la vérité ne nuit pas à celui qui l'accepte, seulement à celui qui s'obstine à la nier. Reconnaître que quelqu'un d'autre a raison est un acte de vertu, car il montre que tu cherches la vérité au-dessus de ta vanité. Épictète disait aussi que la sagesse commence quand tu apprends à écouter et à voir avec humilité. C'est exactement ce qui se passe avec « tu as raison ». Tu places la vérité au centre, pas ton orgueil. Et cette action, loin de te rendre petit, te rend plus grand aux yeux des autres. Dans la vie personnelle, cette expression est capable de désarmer une dispute de couple et de la transformer en réconciliation. Un simple « tu as raison » sincère suffit pour éteindre le feu de l'orgueil et ouvrir la porte à la tranquillité. Dans le domaine social, elle génère un effet de sympathie immédiate, car celui qui entend cette validation sent qu'il est face à quelqu'un de juste, qui reconnaît sans peur. Dans le domaine professionnel, elle transforme un leader en référent,
car elle démontre qu'il n'a pas peur d'accepter quand un autre apporte quelque chose de mieux. Même dans la séduction, la phrase ouvre un espace de complicité, car en cédant sans drame, tu révèles de la sécurité et non une dépendance de ton ego. Le danger est de l'utiliser de manière fausse. Si tu dis « tu as raison pour t'en sortir » ou pour éviter un conflit, l'autre personne le remarquera, et au lieu de confiance, tu généreras du mépris. Le pouvoir de ces mots réside dans la sincérité, dans le fait que tu identifies vraiment le point correct de l'autre et que tu le reconnaisses. Cette transparence multiplie la force du message. Il ne s'agit pas de toujours donner raison, mais de reconnaître quand ils l'ont et de ne pas craindre de le dire à voix haute. L'ego a peur de céder parce qu'il l'interprète comme une défaite, mais en réalité, c'est un investissement dans la relation. Lorsque tu valides l'autre, tu crées un terrain de confiance où plus tard, ta propre voix sera entendue avec une plus grande ouverture. C'est un mouvement stratégique, pas un sacrifice. En fait, peu de choses attirent plus que la sécurité de quelqu'un qui n'a pas besoin de gagner toutes les discussions pour se sentir fort. Sénèque l'aurait résumé en disant qu'on ne perd rien à accepter la vérité, car la vérité n'est jamais la propriété d'un seul. Dire « tu as raison », c'est embrasser ce principe, c'est lâcher le besoin infantile d'avoir toujours le dernier mot et le remplacer par la maturité de construire des ponts au lieu de murs. Cette attitude, dans n'importe quel contexte, fait d'une personne quelqu'un de fiable, d'influent et de mémorable. Au final, les liens ne se renforcent pas avec des victoires verbales, ils se renforcent avec le respect. Et le respect naît de la reconnaissance mutuelle. 4. Je t'écoute. La présence totale. La plupart des gens vivent comme s'ils portaient des écouteurs invisibles, n'entendant que ce qui confirme leurs idées et filtrant le reste. C'est pourquoi, quand quelqu'un dit « je t'écoute avec authenticité », quelque chose d'extraordinaire se produit. Le bruit s'arrête et la personne en face sent, peut-être pour la première fois depuis longtemps, qu'elle compte vraiment. Nous ne parlons pas d'entendre des sons, mais d'être présent avec tout le corps, avec le regard, avec une attention complète. Cette phrase, accompagnée de silence et d'un intérêt sincère, est un cadeau dans un monde où tout le monde parle et presque personne n'écoute. Dire « je t'écoute » est un acte de pouvoir, même si beaucoup ont du mal à le comprendre. La psychologie démontre que les personnes qui se sentent écoutées ressentent une augmentation immédiate de la confiance et de la proximité. En revanche, celui qui se sent ignoré érige des murs de méfiance que 1000 mots ne parviennent pas à abattre. Lorsque vous offrez une écoute active, vous ne validez pas seulement ce que l'autre exprime, vous communiquez aussi du respect. Le stoïcisme considérait l'écoute comme une discipline d'autocontrôle. Épictète enseignait qu'avant de répondre, il fallait comprendre, car réagir sans écouter, c'est tomber sous l'emprise de l'impulsivité. Dire « je t'écoute » et le faire implique une maîtrise de soi, car tu tais ton besoin de parler pour donner de l'espace à l'autre. C'est de l'humilité pratique, pas théorique. Et ce geste, bien qu'il semble petit, a un impact gigantesque sur tout type de relation. Dans la vie personnelle, un « je t'écoute » peut sauver un lien. Il peut transformer une plainte en une opportunité de compréhension. Il peut éteindre la tension dans un conflit et ouvrir la porte à la réconciliation. Socialement, cela fait que les gens se rapprochent de toi parce qu'ils découvrent que tu es différent dans une mer de voix qui ne veulent que s'imposer. Professionnellement, cela fait de toi un véritable leader, car l'équipe sent que tu ne travailles pas seulement avec eux, mais que tu les considères. Et dans le domaine de la séduction, peu de choses sont aussi irrésistibles qu'une personne qui ne cherche pas à briller par des monologues, mais qui brille en donnant de l'espace pour que l'autre s'exprime sans peur. Le problème est que beaucoup disent « je t'écoute » tout en pensant à quoi répondre, et cette fausseté se perçoit. La véritable force de ces mots réside dans la cohérence. Si ton regard se distrait, si ton corps transmet de l'impatience, la phrase perd toute sa valeur. Mais si tu l'accompagnes de silence, d'une attention pleine et de l'intérêt de quelqu'un qui veut vraiment comprendre, ce que tu donnes n'est pas seulement de l'écoute, c'est un refuge,
et un refuge est quelque chose que nous cherchons tous, même si nous ne le disons pas. Sénèque disait que 2 oreilles et une bouche sont une proportion juste pour nous rappeler que nous devons écouter plus que nous ne parlons. Ce rappel semble évident, mais peu de gens l'appliquent. Celui qui sait écouter avec présence se distingue immédiatement car il offre ce qui est rare. Et ce qui est rare devient toujours précieux. C'est pourquoi un « je t'écoute » sincère devient un aimant. Dans la vie quotidienne, la plupart des gens cherchent à impressionner avec des phrases accrocheuses, mais les véritables influenceurs savent que la clé est dans l'écoute. Dire « je t'écoute », c'est déclarer que le moment n'est pas rempli de toi, mais ouvert à l'autre. C'est la façon la plus simple et en même temps la plus puissante de construire le respect, la confiance et l'attraction. Au final, nous nous souvenons tous de ceux qui nous ont fait nous sentir écoutés. Nous oublions facilement ceux qui ont parlé sans arrêt, mais nous n'oublions jamais celui qui nous a offert le silence, la présence et l'attention. Parce que dans ces 2 mots, « je t'écoute », il n'y a pas seulement de la communication, il y a de l'humanité. 5. Le silence qui conquiert. L'acier le plus affûté ne coupe pas toujours avec mouvement. Parfois, il suffit de la tranquillité de sa lame pour imposer le respect. Ainsi est le silence, une présence qui n'a pas besoin de bruit pour se faire sentir. Alors que beaucoup pensent que le pouvoir réside dans le fait de parler plus fort, d'interrompre ou de remplir chaque espace avec des mots, la réalité prouve le contraire. Le silence, utilisé intelligemment, peut être plus séduisant, plus persuasif et plus influent que 1000 discours. Car le silence met mal à l'aise les insécurisés, apaise les sages et attire ceux qui savent lire ce qui n'est pas dit. Dans la communication humaine, le silence est un espace qui révèle plus que les mots. La psychologie le reconnaît comme une ressource qui génère de l'intrigue et oblige l'autre à prêter plus d'attention. Lorsque tu te tais au bon moment, ta présence se magnifie. Tu n'as pas besoin de trop décorer ni d'expliquer, tu laisses le vide chargé d'intention faire le travail. L'autre, conscient ou non, interprète ce silence comme de la confiance, et la confiance attire toujours. Le stoïcisme enseignait à maîtriser les émotions pour ne pas être esclave de l'impulsivité. Le silence est la pratique parfaite de ce principe. Marc Aurèle rappelait que de nombreuses discussions se dissolvent lorsqu'on choisit de ne pas réagir immédiatement. Se taire ne signifie pas faiblesse, cela signifie contrôle. Car celui qui sait quand parler et quand se taire montre qu'il maîtrise son intérieur, et cette force intérieure est visible même dans le silence. Personnellement, le silence peut sauver une relation. Face à une provocation, répondre avec calme et non avec des mots blessants évite des blessures qui seraient ensuite difficiles à guérir. Socialement, le silence génère du magnétisme. Celui qui ne parle pas tout le temps, mais qui sait se réserver, suscite de l'intrigue. Professionnellement, il montre du leadership. Le chef qui écoute en silence avant de donner son opinion transmet plus de pouvoir que celui qui parle sans cesse. En séduction, le silence est une arme mortelle. Il maintient le mystère, crée de la tension et fait que l'autre cherche à remplir cet espace avec plus d'ouverture, révélant ce qu'il ne dirait peut-être jamais s'il ne ressentait pas ce vide attentif. L'erreur est de confondre le silence avec l'indifférence. Se taire sans présence est perçu comme du désintérêt, mais se taire avec intention est perçu comme de la maîtrise. La clé réside dans les yeux, dans la posture, dans le timing juste. Si tu accompagnes le silence d'un regard ferme, d'un geste qui transmet de l'attention, l'autre ressent ta présence de manière intense. Il n'a pas besoin d'entendre ta voix pour savoir que tu es là. La société actuelle craint le silence parce qu'elle s'est habituée au bruit constant. C'est pourquoi celui qui apprend à le maîtriser devient quelqu'un de différent, mémorable, magnétique. Le silence bien utilisé peut être une pause stratégique dans une conversation, un moyen de générer de l'impact après une phrase puissante, ou simplement un espace où l'autre se sent libre de parler sans interruption. Sénèque a écrit qu'une grande partie de la sagesse consiste à ne pas parler inutilement. Ce rappel nous enseigne que chaque silence est une déclaration,
car il communique le contrôle, la sérénité et la confiance. Et la vérité est que peu de choses conquièrent autant que le calme au milieu du bruit. Dans un monde où tout le monde crie pour attirer l'attention, le silence devient un luxe. Celui qui le maîtrise n'a pas besoin de chercher l'approbation, car il devient le centre naturel de la scène. Et c'est là que l'on comprend l'essence de cette expression. Le silence qui conquiert n'est pas vide. C'est une présence pure. C'est un pouvoir contenu qui attire, convainc et laisse une trace au-delà de tout mot. 6. L'authenticité qui séduit. Un masque peut briller sur une scène, mais tôt ou tard, il se fissure et laisse voir ce qui se cache réellement derrière. En revanche, l'authenticité n'a pas besoin de fioritures, car sa force réside dans le réel. Les gens peuvent oublier ce que vous avez dit, voir ce que vous avez fait, mais ils n'oublient jamais comment ils se sont sentis avec vous, et rien ne crée un impact plus fort que le sentiment d'être en présence de quelqu'un de véritable. L'authenticité, loin d'être une simple vertu, est un aimant qui séduit parce qu'elle transmet la sécurité, la cohérence et la confiance. La société a appris à beaucoup à se déguiser pour s'intégrer. On répète des phrases répétées, on feint des attitudes qui ne correspondent pas et on fabrique des personnalités artificielles dans l'espoir de plaire davantage. Cependant, cette stratégie est une erreur. La psychologie démontre que le cerveau humain détecte facilement les incohérences, même si nous n'en sommes pas toujours conscients. Lorsqu'une personne agit de manière fausse, elle suscite la méfiance. En revanche, l'authenticité produit l'effet inverse. Elle génère une attraction immédiate, car ce qui est authentique transmet la stabilité et la vérité. Le stoïcisme le soutient depuis ses origines. Marc Aurèle écrivait que nous devions vivre selon notre nature et non selon l'opinion des autres. Épictète insistait sur le fait qu'il ne fallait pas prétendre être philosophe, mais se comporter comme tel. Ces enseignements soulignent que l'authenticité n'est pas un accessoire optionnel, mais la base d'une vie solide. Et lorsqu'elle est appliquée à la communication, elle devient une arme puissante qui conquiert sans avoir besoin de feindre. Personnellement, être authentique dans vos paroles et vos gestes crée de la confiance dans votre partenaire, car il sait que vous ne portez pas de masque. Socialement, cela vous distingue dans un monde saturé d'apparence. Les gens sont attirés par ceux qui n'ont pas peur de se montrer vulnérables, car cela démontre une véritable force. Professionnellement, l'authenticité transforme un leader en référence, car il inspire par la cohérence entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. En matière de séduction, rien n'est plus magnétique que quelqu'un qui ne cherche pas à impressionner, mais qui transmet de la valeur à partir de la vérité de ce qu'il est. L'erreur la plus courante est de confondre l'authenticité avec la brutalité. Être authentique ne signifie pas parler sans filtre ni justifier la rudesse sous le prétexte de « c'est comme ça que je suis ». Ce n'est pas de l'authenticité, c'est un manque de discipline. La véritable authenticité consiste à aligner ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites, sans masque et sans artifice, mais aussi avec respect. C'est montrer votre essence de manière claire, sans surjouer et sans vous cacher, car la cohérence parle d'elle-même. L'authenticité séduit parce qu'elle transmet la certitude. Dans un monde plein de doutes et d'apparences, quelqu'un qui se montre cohérent devient un phare. Cette cohérence fait que les autres veulent se rapprocher, écouter, faire confiance et même suivre. L'attraction qu'elle suscite ne dépend pas de techniques superficielles ni de jeux de manipulation, mais de la force silencieuse de quelqu'un qui vit en paix avec sa vérité. Sénèque l'aurait expliqué simplement, « Rien n'est plus précieux que la cohérence interne, car celui qui se connaît et s'accepte n'a pas besoin de masque. » Cette certitude ne génère pas seulement du respect, elle inspire aussi. L'authenticité ne s'achète pas, elle ne se fabrique pas, elle se construit avec la pratique quotidienne d'être soi-même dans chaque contexte. Dans la vie quotidienne, ceux qui se montrent authentiques sont ceux qui ont le plus d'impact. Ce ne sont pas ceux qui parlent le plus fort, ni ceux qui se vantent le plus, mais ceux qui transmettent une énergie de vérité. 7. L'empathie qui ouvre des portes. Deux clés peuvent sembler identiques, mais une seule s'insère dans la serrure correcte.
L'empathie fonctionne de la même manière. C'est la clé précise qui ouvre des portes fermées dans l'esprit et le cœur des gens. Beaucoup essaient de forcer ces serrures avec des discours, de la pression ou de la manipulation, mais la véritable connexion est réalisée avec quelque chose de plus subtil, la capacité de se mettre à la place de l'autre. C'est l'essence de l'empathie, un outil qui non seulement adoucit la dureté du monde, mais construit aussi des relations profondes et durables. La psychologie affirme que l'être humain a besoin de se sentir compris pour faire confiance. Sans cette validation, la communication devient un échange de mots vides, où chacun cherche à imposer sa vision. L'empathie rompt ce schéma, car elle change la dynamique du moi pour le nous. Bien qu'elle soit souvent associée à la froideur, la vérité est que les stoïciens parlaient de compassion comme faisant partie de la justice. Marc Aurèle disait que nous sommes nés pour coopérer comme les pieds et les mains, et que vivre en opposition aux autres était contraire à notre propre nature. L'empathie, donc, n'est pas une faiblesse, c'est une sagesse pratique, car elle renforce la coopération et génère l'harmonie dans toute relation. Personnellement, pratiquer l'empathie ouvre l'espace pour que votre partenaire se sente en sécurité en exprimant ce qu'il ressent. Socialement, elle transforme les interactions superficielles en connexions réelles, car les gens reconnaissent la différence entre quelqu'un qui écoute seulement et quelqu'un qui comprend vraiment. Professionnellement, l'empathie est ce qui distingue un patron d'un leader, car celui qui dirige sans comprendre ne génère que de l'obéissance forcée, tandis que celui qui comprend inspire un engagement authentique. Dans la séduction, l'empathie est la clé invisible qui éveille l'attraction, car elle montre de la sensibilité sans perdre de fermeté, de l'intérêt sans tomber dans le besoin. La véritable empathie inclut des limites claires, car comprendre ne signifie pas permettre que l'on vous marche dessus. En fait, l'empathie la plus puissante est celle qui vient de la force, lorsque vous parvenez à reconnaître ce que l'autre ressent sans perdre votre centre ni votre dignité. Cet équilibre est ce qui ouvre vraiment les portes, car il inspire le respect en plus de la confiance. L'empathie séduit parce qu'elle montre de l'humanité. Dans un monde où beaucoup préfèrent l'indifférence comme armure, rencontrer quelqu'un qui comprend sans juger est un soulagement. Cette expérience laisse une empreinte, car nous nous souvenons tous de la personne qui a su nous voir au-delà de nos mots. Ce souvenir est ce qui crée des liens difficiles à rompre, car il ne s'agit pas de ce que vous avez dit, mais de ce que vous avez réussi à faire ressentir. Sénèque disait que personne ne peut vivre heureux seulement pour lui-même. Cette phrase résume l'essence de l'empathie. Comprendre que notre bien-être est lié au bien-être des autres. En appliquant ce principe dans votre communication, vous devenez quelqu'un capable d'unir, d'adoucir les tensions et d'attirer depuis la connexion la plus profonde. C'est le geste qui transforme un inconnu en ami, un subordonné en allié et un intérêt passager en un lien réel. L'empathie ne s'impose pas et ne se feint pas. Elle se pratique à partir de l'écoute, de la validation et de la compréhension. En fin de compte, l'empathie qui ouvre des portes n'est pas une ressource occasionnelle, c'est une façon de vivre. Celui qui la pratique devient quelqu'un qui n'a pas besoin de forcer quoi que ce soit, car le monde s'ouvre devant lui naturellement. Et ce pouvoir, bien que silencieux, est l'un des plus irrésistibles qui existent. 8. Le langage qui domine les cœurs. Une étincelle peut allumer un feu ou éclairer un chemin, tout dépend de comment et quand elle est utilisée. Le langage fonctionne de la même manière, c'est l'étincelle qui peut détruire ou construire, qui peut blesser ou conquérir. Ce n'est pas un hasard si les personnes les plus influentes de l'histoire n'étaient pas toujours les plus fortes ou les plus riches, mais celles qui savaient parler de manière à ce que leurs mots restent gravés dans la mémoire des autres. Dominer les cœurs ne consiste pas à manipuler, mais à utiliser le langage avec une telle clarté, fermeté et authenticité que ce que vous dites pénètre au-delà de l'esprit et atteint l'âme. L'être humain ne répond pas uniquement aux données ou aux arguments logiques, il répond surtout aux émotions. La psychologie le confirme.
Les décisions sont d'abord prises à partir de l'émotion, puis justifiées par la raison. C'est pourquoi celui qui sait parler avec des mots qui éveillent des sentiments devient quelqu'un d'inoubliable. Le langage qui domine les cœurs n'est pas orné ni faux, c'est celui qui se connecte directement avec les expériences, les peurs, les rêves et les blessures de l'autre. Le stoïcisme avait également compris ce principe. Épictète enseignait qu'il ne faut pas parler beaucoup, mais dire ce qui est nécessaire avec vérité. Marc Aurèle répétait que les mots doivent être alignés avec l'action, car l'incohérence tue la crédibilité. Dominer les cœurs, alors, ne signifie pas remplir les discours de belles phrases, mais parler à partir de la cohérence, du calme et de la fermeté de celui qui vit ce qu'il dit. Cette authenticité transforme chaque mot en une encre émotionnelle. Personnellement, le langage qui touche le cœur peut guérir des blessures qui semblaient impossibles à guérir. Un « je t'apprécie » dit avec sincérité peut reconstruire un lien brisé. Socialement, les mots justes peuvent transformer la perception de quelqu'un et transformer l'indifférence en admiration. Professionnellement, un leader qui maîtrise l'art de parler à partir de la vérité inspire la loyauté et le respect, même en temps de crise. Dans la séduction, le langage authentique, direct et chargé d'émotions est ce qui génère une véritable attraction, car il révèle à la fois la sensibilité et la sécurité. Mais l'erreur est de croire qu'il s'agit de formules mémorisées. Il n'existe pas de phrase magique qui fonctionne pour tout le monde. Ce qui fonctionne, c'est l'intention qui se cache derrière. Le langage qui domine les cœurs ne naît pas de la répétition de mots creux, mais de l'observation, de l'écoute et de la réponse à partir de l'authenticité. C'est cette capacité à dire ce qu'il faut au moment exact qui transforme votre voix en quelque chose de puissant. Les gens se souviennent toujours de ce qui les a fait se sentir vus, compris et appréciés. C'est pourquoi vos mots doivent être comme des clés qui ouvrent des espaces dans la mémoire émotionnelle de l'autre. Lorsque vous y parvenez, votre présence devient difficile à effacer. Et c'est là la véritable influence. Non pas convaincre de force, mais créer un impact si profond que l'autre veut rester près de vous pour ce que vous éveillez en lui. Sénèque disait que les mots doivent être comme des flèches, directes et chargées de but. Cette image explique tout. Parler sans direction est comme tirer en l'air, mais parler avec intention est comme lancer une flèche qui trouve toujours sa cible. Et lorsque votre cible est le cœur de l'autre, l'effet n'est jamais oublié. Le langage qui domine les cœurs ne s'apprend pas du jour au lendemain. Il se cultive avec la pratique, l'observation et l'engagement de parler à partir de la vérité. La bataille la plus difficile que tu vas affronter n'est pas à l'extérieur, elle est en toi. Pas contre des ennemis visibles, mais contre tes peurs, ta paresse, tes doutes et ces excuses qui semblent si convaincantes lorsque tu veux abandonner. C'est la guerre qui décide de ton destin, te vaincre toi-même ou devenir ton propre bourreau. Chaque jour, tu entres sur ce champ de bataille. Quand tu repousses ce qui est important, quand tu cèdes au confort, quand tu permets que l'opinion des autres pèse plus que ta propre voix, tu perds du terrain. Il n'est pas nécessaire que quelqu'un te renverse, il suffit que tu te sabotes toi-même. Et tu le sais, c'est la vérité inconfortable que la plupart évitent. Le plus grand ennemi n'est pas à l'extérieur, il vit dans ton esprit. Ici, nous ne parlons pas de motivation bon marché, ni de phrases pour te rassurer. Ici, il s'agit de regarder la réalité en face. Si tu ne maîtrises pas ton esprit, il te domine. Et il le fait sans pitié, avec des pensées qui te limitent, des émotions qui t'enchaînent et des habitudes qui te mènent directement à l'échec. Ce que tu entendras ne sont pas des embellissements, ce sont des armes. Des armes pour que tu apprennes à te donner la priorité, à définir un but, à faire taire le bruit et à te discipliner même lorsque tu ne le souhaites pas. Parce que personne ne va combattre cette guerre pour toi. Si tu ne la mènes pas, tu perds tout. Ta liberté, ton progrès, ta vie. Reste jusqu'à la fin, car ce n'est pas une vidéo ordinaire. C'est un manuel de combat pour que tu cesses d'être l'otage de tes peurs et que tu commences à conquérir la seule bataille qui compte,
celle que tu as contre toi-même. Fais de toi-même ta priorité absolue. Un bateau qui tente de naviguer en suivant tous les courants finit à la dérive, sans direction ni destination. Il en va de même pour celui qui vit en priorisant ce que les autres veulent, ce qu'ils attendent de lui ou ce que dictent les modes passagères. Il perd son cap, devient un esclave des attentes externes, incapable de décider par lui-même où diriger sa vie. La métaphore est claire. Si tu n'es pas le capitaine de ton propre navire, tu seras emporté par les vents étrangers jusqu'à faire naufrage dans la frustration. Faire de toi-même ta priorité absolue n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. Parce que la vérité est dure. Personne ne va te sauver. Personne ne va se battre pour tes rêves comme toi. Personne ne va porter tes batailles internes ni les conséquences de tes décisions. La vie se résume à ceci. Soit tu apprends à te mettre en premier, soit tu finiras par vivre à moitié, épuisé par le désir de plaire aux autres et vide de sens. Dans cette guerre contre toi-même, la première victoire est de comprendre que ton énergie, ton temps et ton attention sont limités. Et si tu les donnes à tous, il ne te restera rien pour construire ce qui compte vraiment. Il est courant de reporter son propre bien-être, ses objectifs et ses désirs personnels pour répondre à l'urgence des autres. C'est là que la guerre est perdue, dans ces petits moments où tu choisis de bien t'entendre avec tout le monde, sauf avec toi-même. Tu penses que c'est un noble sacrifice, mais en réalité, c'est un piège qui détruit lentement ton caractère et ton estime de soi. Si tu n'es pas capable de prendre soin de toi, comment vas-tu soutenir les autres ? Si tu n'as pas de clarté sur ton chemin, quelle direction peux-tu offrir ? Le stoïcisme le disait clairement. Celui qui se maîtrise lui-même maîtrise le monde. Et cette maîtrise commence par te faire ta priorité. Il ne s'agit pas de mépriser les autres. Il s'agit de reconnaître que sans une base solide, il n'y a rien à offrir. Quand tu te mets en premier, tu arrêtes de chercher la validation. Tu arrêtes de dépenser de l'énergie à prouver et tu commences à construire. La résistance viendra parce que ton esprit et la société te diront que tu es égoïste, que tu devrais penser plus aux autres, que c'est mieux de se sacrifier. Mais il faut le voir avec froideur. Ce qu'ils appellent égoïsme est souvent simplement de la dignité. Poser des limites, prendre soin de ton temps, dire non, te retirer du bruit, choisir ton but sur les attentes des autres. C'est là que naît la véritable liberté, car tu ne vis plus avec l'anxiété de plaire, ni avec la peur de décevoir. Faire de toi-même ta priorité absolue signifie organiser ta vie de l'intérieur, te lever avec la certitude que ton énergie sera investie dans ce qui te construit, pas dans ce qui t'épuise. Cela signifie arrêter de courir après l'approbation, arrêter de mendier de l'attention et te concentrer sur ce qui te renforce. Quand tu comprends cela, chaque action, chaque décision et chaque renoncement deviennent un acte de respect de soi. Et il y a une conséquence inévitable. Quand tu te choisis, le monde le remarque. Ta présence devient plus forte, tes mots ont plus de poids, ton regard plus de clarté. Tu n'es plus quelqu'un qui demande la permission d'exister, tu es quelqu'un qui trace un chemin. Et même si cela dérange beaucoup de gens, cela attire ceux qui valorisent l'authenticité. C'est la première leçon dans la bataille contre toi-même. Ce n'est pas doux ni complaisant, c'est dur et agressif, parce que cela exige de rompre avec les vieilles habitudes et les excuses. Fais de toi ta priorité absolue, et tu verras comment tout le reste commence à prendre la place qui lui revient vraiment. Parce que si tu ne te choisis pas en premier, personne d'autre ne le fera. 2. Définis un but clair et engage-toi envers lui. La vie sans but est comme un train qui avance sans rail. Il avance avec bruit et vitesse, mais n'arrive jamais à destination. Tu peux t'efforcer, tu peux dépenser de l'énergie, tu peux même simuler le mouvement. Mais tout reste en rond sans sens. C'est la réalité de ceux qui vivent sans une direction définie. Ils se fatiguent, se frustrent, se comparent aux autres et sentent que la vie leur pèse, alors qu'en réalité, ce qui leur manque n'est pas la force, mais la direction. Définir un but est comme marquer sur la carte l'endroit vers lequel tu marches. C'est avoir un phare qui brille même au milieu de l'obscurité.
Il ne s'agit pas de belles phrases, ni de rêves lointains. Il s'agit de clarté brutale. Savoir ce que tu veux, pourquoi tu le veux, et ce que tu es prêt à sacrifier pour l'atteindre. Et voici l'important, car il ne suffit pas de le définir dans l'esprit. Tu dois t'engager envers lui comme si c'était une promesse sacrée. Un but sans engagement est de la fumée, et un engagement sans but est de l'usure sans sens. Le monde est plein de personnes qui vivent en accomplissant les plans des autres parce qu'elles n'ont jamais osé écrire le leur. Et quand tu ne décides pas ce que tu veux, quelqu'un d'autre décide pour toi. Les modes, les attentes familiales, la pression sociale ou la simple peur de l'échec finissent par dessiner un destin qui ne t'appartient pas. Puis vient la question qui fait mal. À quel moment as-tu laissé ta vie devenir une copie ? C'est la conséquence de ne pas prendre la responsabilité de définir un but. Un but clair ne garantit pas le confort, au contraire, il exige de la discipline, il exige de couper les distractions, il exige de laisser de côté le superficiel. C'est dire non à l'immédiat pour dire oui à l'important. C'est ici que se montre le vrai caractère d'un individu, car tout le monde peut se laisser emporter par la facilité, mais seuls ceux qui ont un but ferme restent debout lorsque le chemin devient rude. Le stoïcisme le savait. Tu ne contrôles pas le monde extérieur, mais tu contrôles ta capacité à décider avec quelle intention tu vis chaque jour. T'engager envers un but signifie déclarer la guerre à l'indécision. Cela signifie que même si l'enthousiasme s'épuise, tu continues. Même si les doutes crient, tu avances. Même si personne ne te soutient, tu persistes. C'est te lever les jours où tout en toi veut t'abandonner, parce que tu as compris que ta parole envers toi-même vaut plus que n'importe quelle circonstance. L'engagement est la ligne qui sépare celui qui parle de celui qui agit, celui qui rêve de celui qui réussit. L'erreur commune est de croire que le but doit être gigantesque, quelque chose qui impressionne tout le monde. En réalité, il suffit qu'il soit authentique et clair. Il peut s'agir d'améliorer ta discipline quotidienne, de lancer un projet, de prendre soin de ton corps, de construire une vie cohérente avec tes valeurs. L'essentiel n'est pas que le monde l'applaudisse, mais que tu saches où tu vas. Quand tu as ce but et que tu